Tout d'abord, je voudrais remercier Manuela qui m'a donné l'opportunité de revisiter des données, de les repenser et aussi de relire La pensée sauvage que je n'avais pas relue depuis que j'étais jeune étudiante. Et voilà, et c'est ça qui a fait ce papier qui est beaucoup trop long et je vais juste essayer d'en montrer des passages. Tout d'abord, je voulais aussi honorer deux amis très chers qui sont disparus et dont la pensée m'a beaucoup aidée à penser ce que je vais vous dire maintenant. Je ne vais pas vous en parler parce que ça demanderait une autre conférence. Vous pouvez me réinviter si vous voulez. Mais à gauche, vous avez Darol Posey et à droite, Jacques Brosse, qui était un grand ami de Claude Lévi-Strauss. Donc, dans cet exposé, je voudrais parler de 5 choses, mais bien sûr, je ne les aborderai pas toutes ici. Premièrement, une revisite de la pensée sauvage. Deuxièmement, une revisite d'un article que j'avais écrit sur la façon de nommer les arbres par les Waranais. Troisièmement, l'histoire du manioc, mais là je couperai carrément parce que Laure nous en a dit pas mal déjà. Quatrièmement, quelque chose de très expérimental que j'ai fait dernièrement. Et cinquièmement, une conclusion sur tout cela. Alors, la façon dont j'ai relu La pensée sauvage dans ce papier est à la lumière de 2 autres articles, un plus ancien et l'autre plus récent. Et ça me permet de le relire d'une autre manière et j'essaierai de lire ce passage-là. Ça, c'est l'article sur les arbres. Donc, juste quelques images sur le paysage qu'habitent les Waranais, leur territoire. Vous voyez un peu le contraste entre le côté occidental de leur territoire, qui est donc pré-andin, et le côté oriental, à la limite du Pérou, et donc une extrême biodiversité de cette région qui est due à ces différences climatiques aussi, et différences de latitude. Donc, comment peut-on connaître ce que les Waranais connaissent de la forêt? Grand problème, grande question. Et voilà, ensuite sur le manioc, donc je passe très très vite. Et les questions donc, que nous nous sommes posées, et je m'arrêterai un petit peu sur cela. D'ailleurs, je laisserai sur cette photo pendant que je lis. Et je vais lire en anglais, donc j'espère que ça ira. Je vais essayer de lire lentement pour les interprètes. Claude Lévi-Strauss est réinterprété en tant qu'un grand proposant d'humanisme de l'écologie et de l'environnementaliste dont les travaux ont le potentiel de guider l'homme qui vit une aliénation de la nature. Les Doja, par exemple, voient dans la pensée sauvage un précurseur du contrat social dont nous avons besoin au XXIe siècle pour créer une nouvelle continuité entre l'humain et la nature. Ce qui le conduit à envisager la logique du concret, un terme d'un niveau de défense de la grâce sociologique de l'homme. Doja trouve dans la pensée sauvage une nature néolithique qui ouvre l'imagination humaine vers une compréhension du progrès qui n'est pas anthropocentrique. Selon lui, donc, il est aujourd'hui possible d'articuler des formes de vie sociale qui sont intimement liées à la nature. Sa lecture de Lévi-Strauss dans cet humanisme écologique est validée par un texte en particulier, Productivité et conditions humaines, qui a été écrit en 1983. Cet article était motivé par le désir de convaincre des industrialistes japonais que la notion de productivité est nécessairement relative, qu'elle est intrinsèquement liée au développement du capitalisme et n'est que partiellement une question de théorie économique. Le texte en question offre une synthèse remarque des thèmes de Claude Lévi-Strauss et particulièrement une évaluation de la réalisation de l'évolution néolithique et comparée à la révolution industrielle. L'éthique, l'esthétique et les formes de des éléments présentent des modes de production qui existent et le fait que le non-consumérisme tire la productivité. Tout ceci est contemporain pour nos sociétés et montre que la productivité, qui est le pourquoi et le comment de la création de richesses, loin
d'une nécessité économique ou historique est aujourd'hui inséré dans les valeurs morales, ce qui le conduit à dire que toute forme de productivité a sa propre valeur et qu'au lieu de détruire son passé, une société doit pouvoir savoir capitaliser sur ceci. Deux autres arguments méritent d'être commentés plus en détail. Le premier est lié à l'évolution hétérogène de la productivité qui, bien loin d'être progressive, doit être comprise comme un ensemble de choix possibles. Chacun ayant ses coûts et ses bénéfices. Ces formes alternatives de productivité représentent des formes tout à fait équivalentes de savoir-faire, comme elles incarnent des formes différentes qui devraient être autorisées à exister. Lévi-Strauss montre comment cette science laisse la place aux choix culturels, aux valeurs et aux concepts non utilitaires en parlant de la domestication des plantes et des animaux dans ces sociétés. Et ensuite, il fait la comparaison de la science néolithique avec cet effort sur les ressources naturelles que nous connaissons aujourd'hui, avec le diktat selon lequel si vous n'avancez pas, vous reculez, ou les prédateurs, ce sont ces mots, est quelque chose de négatif. Le deuxième argument nous apporte une autre compréhension de cet élément, c'est la créativité. Il s'agit de comparer les bricoleurs qui réutilisent les outils et les éléments de façon à développer une identité subjective en réalisant des choses. C'est le goût du produire. Rendu illicite par un système qui réduit le travail à la fonction économique, le bricolage, tout en générant des réseaux sociaux, peut générer de nouveaux niveaux de solidarité. Lorsqu'il est vu comme un engagement rituel et esthétique, le bricolage incarne le désir universel de produire de la valeur et de la beauté. Il exprime l'effort humain de laisser une empreinte personnelle dans le monde sur des projets matériels qui, lorsqu'ils sont réalisés, ont des expressions visibles de ce que l'on est. Dans cet exemple sociologique très suggestif, Lévi-Strauss s'adresse aux autres considérés comme des inférieurs, ce qui donne un autre éclairage de la science du concret. En mettant en avant le travail des bricoleurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'usine, il remet en question les croyances normatives de ce que l'on considère les formes supérieures ou inférieures de réflexion ou d'action. Dans la pensée sauvage, il nous montre que la science peut être abstraite avec des pensées même mythiques. Il a simplement montré que la conscience industrielle et l'économie de la rareté sont des formes transitoires de connaissance du monde. Alors que les mentalités évoluent, ces éléments de productivité ou le productivisme sont nécessairement suivis par des phases de plénitude qui doivent prévaloir. Le bricolage illicite de ces personnes est sans ambiguïté présenté comme une source d'épanouissement individuel et qui échappe à toutes les oppositions entre le bon sens et la connaissance scientifique. Dans la partie qui continue, je parle de la façon dont Claude Lévi-Strauss parle de la culture sylvaine, de Sylvan Culture, puisque c'était un article qui était produit en anglais dans The Handbook of South American Indians. Et cet article est intéressant parce qu'en fait, c'est un article de botanie économique. Et j'explique pourquoi. Dans cet article, Lévi-Strauss se penche en très grand détail sur ce qui pourrait paraître fonctionnaliste, en fait sur des choses qu'il a éludées dans la pensée sauvage, comme si ce qu'il disait en 1950 aurait été pris comme trop utilitariste, et donc ça rend la pensée sauvage comme un exercice en spéculation. Il faut que la pensée soit spéculative pour qu'elle soit vraiment créative. Alors qu'en 1950, il ne disait pas du tout cela. Dans la partie donc sur ecological reasoning
et la revisite que je fais de cette façon de nommer les arbres chez les Waorani, j'explique comment et pourquoi je peux utiliser des données qui ont été recueillies par des botanistes, ils n'étaient même pas ethnobotanistes, et que je peux quand même en faire une lecture de la culture des Waorani. Je peux parce que, évidemment, je les connais très bien, et aussi parce que j'ai pu faire des entrevues avec ces botanistes. Et en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que quand on fait du travail de terrain, quelle que soit la science dans laquelle on travaille, on a une façon, un rapport au monde qui permet des échanges de connaissances. En fait, c'est un petit peu ça que je dis, je crois, dans cette partie de mon article. Et j'en viens donc à parler du travail de Mark Lennertz, qui est un ami à moi, un Belge qui a beaucoup critiqué les approches d'ethnoclassification et le travail de Bright Berlin, etc., etc. Et je montre qu'on peut relire sa propre approche des ethnoclassifications en montrant qu'on ne peut pas dire qu'une est meilleure que l'autre. Alors je vais simplement vous lire cela. Les données de Leonard peuvent être analysées différemment si l'on tient compte du fait que différentes façons d'ordonner le monde peuvent exister dans la même culture. Comme on l'a appris en 1967, les catégories totémiques et taxonomiques ne correspondent pas à ce que nous connaissions déjà. Il n'y a pas d'analogie entre des systèmes de catégories qui existent dans ces cultures, qui apportent une pensée ethnologique et qui ne repose pas sur des constructions mythologiques et repose, et je reprends ces mots, une réflexion complexe. D'autres ont notamment montré que la pensée conceptuelle, comme elle est exprimée dans la nomenclature biologique, associe des espèces dans des éléments interconnectés écologiquement. Lorsque Leonard identifie ces systèmes de classification, il est possible de faire la distinction, comme Peter le fait, différents contextes, sans avoir à nier le caractère indigène de cette pensée écologique. Comme beaucoup de recherches en botanique l'ont montré, il est possible d'identifier les processus par lesquels les connaissances culturelles de connexion écologique entre les plantes et les animaux peuvent être codées dans la langue parlée par ces personnes qui ont habité cet écosystème pendant plusieurs générations. Pour ce faire, il faut comparer la description taxonomie des structures des différentes catégories biologiques en faisant un examen de l'utilisation de ces catégories en raisonnement inductif. Cette connaissance écologique, et je cite, n'est pas dans des taxonomies contextualisées, mais repose sur une communication linguistique sur le monde. Cette approche de la nomenclature biologique et de la connaissance écologique n'est pas forcément nécessaire pour concevoir des politiques qui reconnaissent pas uniquement la valeur, mais le droit d'être différent et de s'organiser différemment en collectivité humaine. Et en ce qui concerne la science, qui dépend aussi de la reconnaissance de la valeur de la taxonomie intégrative, c'est un argument que je développe le plus loin dans le chapitre suivant, que je ne vais pas lire parce que je n'ai pas le temps. Et je crois que la merveilleuse présentation que l'on a eue juste avant moi sur la diversité des blés en est un très bon exemple aussi. Donc, je vais simplement lire la fin de cette section. Il n'en reste pas moins vrai que l'histoire des interactions et des relations entre les plantes et les hommes dans le temps et dans l'espace a été encadré en termes d'évolution génétique et d'expression phénotypique, comme par la recherche génomique qui utilise des machines pour extraire des informations qui ne peuvent être lues que par d'autres machines. Mais dans quelle mesure la biologie moléculaire est-elle un outil fiable pour documenter la science du concret ?
Outre les questions soulevées par Bruno Latour en ce qui concerne la science en construction, il y a des éléments conceptuels qui doivent être identifiés au laboratoire et sur le terrain. Il faut examiner comment les scientifiques constituent la biodiversité au niveau génotypique et phénotypique. La variété signifie quelque chose de différent pour un agronomiste, un cultivateur ou un généticien. Alors que les ethnobotanistes essayent de comprendre les pratiques des communautés de paysans, l'écologie sur le terrain essaye de caractériser l'environnement de production des plantes et des cultures. Les généticiens au laboratoire essayent de caractériser la diversité et d'expliquer son dynamisme, mais beaucoup de questions doivent être encore étudiées quant à ces différents niveaux de réalité confrontés les uns aux autres. Donc maintenant, je voudrais parler de cette troisième partie de mon exposé, simplement parce qu'elle est beaucoup plus expérimentale et moi-même, je ne sais pas trop comment analyser ce matériel, mais c'est un matériel qui m'a quand même beaucoup surpris. Et j'ai simplement commencé à réfléchir dans ce livre qu'on avait fait très, très, très vite parce qu'il devait être publié avant Copenhagen, avant les grands meetings de 2009. Donc le livre est aussi expérimental d'une certaine manière. Et donc, je n'ai pas le temps de vous expliquer ce qui s'est passé, mais j'ai rencontré donc c'est comme ce monsieur qui est venu nous parler hier, d'une certaine manière, c'est comme Andrés du Potato Park. C'est un activiste maya, Caxichel, et là c'est la rue dans laquelle il a grandi, mais dans laquelle il est en train de vivre comme un maya d'une manière extrêmement différente. Et donc il faudrait connaître l'histoire de sa vie, que je n'ai pas le temps de vous raconter, comment il est devenu anthropologue et archéologue, parce qu'il l'est. Et comment il est en train de repenser son identité maya en se basant sur une quantité de savoir qu'il a appris au cours de sa vie. Et là, juste pour illustrer, d'abord la diversité des maïs. Donc il fait un petit peu comme Andrés et ses communautés dans le parc Potato, c'est tout d'abord recréer une grande diversité des maïs. Et pour moi, bien sûr, ce qui m'a le plus surpris, c'est la hauteur des maïs qu'ils cultivent. Ils sont 2 fois plus hauts que moi. J'avais jamais vu ça en Amazonie ou même dans les Andes équatoriennes. Donc j'étais complètement surprise par ça. Et donc ça, c'est une grande part de sa vie, mais sa vie, c'est aussi sa maison. Là, il est avec sa petite fille, il y a aussi ma fille. Et vous voyez, c'est un altar, c'est un autel, on peut dire, je crois en français. Tous les symboles mayas très très puissants avec lesquels il travaille, chamaniques, qui sont rassemblés là. Et puis, pour vous montrer le genre d'innovation architecturale qu'il fait, parce que son agroécologie, c'est pas simplement repenser la nature, l'habitat humain est une nature aussi. Hein. Alors donc il a fait ces vitraux qui représentent les tissages des femmes mayas, donc de la huipiles. Et vous voyez, quand on ouvre la fenêtre qui s'ouvre en losange comme ça, elle est faite pour ouvrir sur les maïs. Donc il y a toute une esthétique très pensée, très poétique et très matérialisée, embodied. Hein. Voilà. Donc ensuite, il me faudrait beaucoup de temps pour vous expliquer les expériences agroécologiques qui sont représentées dans ces photos. Je n'en ai malheureusement pas le temps, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a tout un mélange extrêmement créatif de techniques traditionnelles, so-called, traditionnelles, qu'il a appris de sa famille, qu'il a appris en faisant un travail ethnographique auprès des populations des villages qui sont donc de la même langue maya que lui, mais aussi en lisant des livres d'archéologie, etc., en faisant des propres expérimentations. Donc ces photos, elles illustrent un énorme mélange de choses. Des choses que lui-même a appris, a inventées, des choses qu'il a appliquées, qu'il a appris d'autres gens, et ces gens peuvent être mayas comme ne être autres que mayas. Et il s'est servi de tout ça pour avoir une influence sur la ville. Il habite dans une ville, ça se passe à San Lucas, le lac Atitlan,
Et donc, il y a tout un travail aussi, un peu comme le réseau de semences paysannes ici en France, un travail comment dire, d'échange à tous les niveaux avec les autorités locales, avec l'Église, avec des ONG, etc., etc., pour réaménager la ville d'une manière agroécologique. Et là, c'est pour illustrer un petit peu la violence extrême à laquelle les Mayas au Guatemala sont soumis. Je n'avais jamais vu autant de racisme de ma vie parce qu'en fait, c'était la première fois que je suis allée au Guatemala pour aller le voir. Je l'ai connu ailleurs, je l'ai connu en Équateur et je suis allée le voir chez lui. Et alors là, ce qui se passe, c'est qu'il a un centre agroécologique, donc la terre a été achetée, etc., etc. Et il y avait de la terre libre, enfin le champ d'à côté, le propriétaire ne s'en occupait pas et avait laissé les Indiens s'en servir. Et il y a un village donc qui s'est créé de gens sans terre, de gens déplacés. Et ils ont commencé à faire tout un travail de restauration des bords du lac, un travail magnifique. Mais la terre a été vendue à un autre propriétaire qui a voulu faire une exploitation commerciale d'avocats, donc de l'agriculture industrielle à petite échelle, bien sûr, parce que ce n'est pas beaucoup d'hectares, mais avec énormément de produits chimiques et une pensée complètement autre de l'espace. Mais ce qui était très intéressant, c'est que la violence venait vraiment de lui. Et sa violence, ce n'était pas simplement quelque chose qui exprimait un désaccord. Enfin, je veux dire, c'est pas simplement parce qu'il avait d'autres schémas économiques ou d'autres schémas culturels. Il y avait aussi une violence très déterminée, et c'est lui qui a fait mettre ces murs, enfin, ces barbelés pour empêcher les Indiens de toucher à son champ. Donc, il a coupé l'espace avec ces barbelés. Et donc, cette réunion-là qui a lieu, la façon dont ces Indiens utilisent leur pensée écologique, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire avec ce barbelé. Et en fait, ils sont en train de déterminer quelles plantes ils vont faire pousser sur ce barbelé. Ils vont l'utiliser comme un support pour des plantes, pour faire une agroécologie verticale. Et donc, ils essayent en fait de canaliser cette violence et de l'utiliser d'une autre façon. Et là, bon, on voit comment ils apprennent à gérer les semences, c'est leur banque de semences, et aussi ils sont en train de refaire des dessins de parcelles, comment réorganiser leurs parcelles, etc., etc. Donc une innovation continue. Bien. Ok, donc dans la dernière partie, par contre, ce que je voulais aussi dire par rapport à ça, c'est que Armando, donc ce leader maya, est venu passer quelque temps avec moi dans un village Guarani. Et c'est ça le côté expérimental dont je voulais vous parler. Alors d'abord, je voulais montrer une maison Guarani longue, comme j'en ai connu encore quand j'ai commencé mon travail de terrain. Et là, à droite, c'est le village Guarani le plus grand. Il y a 700 personnes à peu près qui habitent. Et il y a cette dynamique un peu cargo, si vous voulez, de faire des choses très grandes. Donc, ils ont copié un hangar d'aviation pour faire leur longue maison, enfin la longue maison du village. Et c'est absolument immense, c'est plein, et le coût a été extraordinaire parce qu'ils ont dû importer tout le ciment par petite avionnette, ça a pris des mois. Ça coûtait énormément d'argent, mais pour eux, c'est une façon d'affirmer que ce village va devenir une paroisse et va donc être intégré dans les structures politiques du pays. Et donc, nous sommes allés dans ce village et moi, j'ai simplement, en tant qu'ethnographe, observé les échanges qui se sont passés d'une manière spontanée entre eux. Et ça a été très beau et très différent de ce que j'attendais aussi. Et je n'ai pas le temps, malheureusement, de lire cette partie. Mais bon, ça, c'est un des anciens du village. C'est un, justement, des Guarani qui ont tué les missionnaires en 1956.
il est devenu très évangéliste, mais à la façon Wahrani évidemment, ce qui veut dire qu'il est encore très Wahrani. Et en fait, ce qui se passait dans ces échanges, c'est qu'avec des échanges de savoir botanique, il y avait plein d'autres échanges. Et il s'est passé quelque chose d'assez sérieux qui m'a fait très peur parce que, avec ces échanges de semences, une femme du village est allée planter très tôt le matin dans une chakra qu'elle n'avait pas utilisée depuis un certain temps, et elle s'est fait piquer par un serpent, et elle est presque morte. Et je décris dans cette partie de ce papier comment les gens ont interprété l'intervention de ce serpent. Et c'est là que je me suis rendu compte que Armando, bien qu'il soit archéologue, ethnologue et botaniste, etc., est aussi très indien. Il avait sa propre interprétation animiste de l'intervention du serpent dans le cycle d'échanges fertiles entre ces deux peuples. Hein. Donc maintenant, je vais juste lire la conclusion. L'intelligence autochtone ici et là-bas. I'm sorry, this is not my conclusion. Rencontre, échange et les différences. Dans une lettre adressée à Denise Combusher en réponse aux lettres sur son analyse de la révision de la pensée humaniste, Claude Lévi-Strauss lui a répondu qu'il y avait une catastrophe dans le passage de sa vie du fait que la population mondiale était passée de 1,5 milliard à 2 milliards lorsque je vivais au Brésil, à 6,5 milliards d'habitants aujourd'hui et 9 milliards à l'avenir. Et par conséquent, notre planète va être confrontée à la destruction irréversible de différentes formes de vie, confrontée à l'échelle de ce phénomène contre lequel rien ne peut se comparer. Parler d'humanisme aujourd'hui devient futile pour moi. Beaucoup de scientifiques aujourd'hui prennent ce chiffre de 9 milliards d'habitants sur cette planète comme base objective pour redéfinir la relation entre l'homme et la nature, et certains donnent un nouveau nom à cette ère. Les exemples donnés dans cet article présentent différents engagements anthropologiques avec la science du Congrès qui est liée aux intuitions biologiques que nous pouvons partager en dépit des différences lorsque nous exerçons notre capacité à raisonner écologiquement. J'espère avoir montré qu'il y a des possibilités qui s'ouvrent lorsque l'intention et la pensée scientifique se rencontrent. Dans le premier exemple, je parle d'une grande équipe de recherche qui participait à un programme de bioconservation qui vise à recueillir 625 espèces cultivées par les Waorani. Je ne vais pas entrer ici dans les détails parce que je pense que j'ai suffisamment résumé ce que je voulais dire. Et mon deuxième exemple concerne des chercheurs sur le terrain auprès de populations autochtones, mais là, l'anthropologue faisait partie de l'équipe de recherche depuis le départ. Cet exemple est unique, exceptionnel à bien des écarts. Comme quasiment tout projet, cela a commencé d'une expérience qui venait de Serendipity. Et la recherche n'a pas précédé. Elle a été présente immédiatement sur le terrain. Doyle, qui avait travaillé en Afrique pendant de nombreuses années, qui avait travaillé sur la défense biochimique du manioc, cherchait un site en Amérique latine où la plante était également cultivée et où le manioc était abondant. Marion, qui avait une passion pour la génétique et la biologie évolutionniste et également pour la musique, cherchait un poste de chercheur. Après avoir mené mes travaux de recherche de doctorat avec des cueilleurs-chasseurs, je voulais travailler avec des cultivateurs de manioc hammer et j'avais déjà établi des contacts avec les Mapuches au sud de la Guyane. Nous ne connaissions pas cette zone, mais nous trois, nous avons décidé de collaborer. Nous avions différents intérêts et objectifs de recherche qui étaient complémentaires, nous en étions conscients.
Et nous avons eu la chance parce que les populations nous ont accueillis et nous ont présenté leurs marchés locaux, nous ont présenté la politique nationale qui les affectait. Et le projet a commencé comme un projet sur le terrain où la documentation ethnographique et l'observation ont joué un rôle important, même si la partie anthropologique a dû être un peu limité pour des raisons indépendantes de ma volonté initiale. J'ai commencé à travailler avec une équipe guyanaise qui recueillait des informations sur la classification des oiseaux, les plantes médicinales et les variétés de manioc pour ce projet de conservation. Et ensuite, je suis repartie là-bas avec Marianne. Et en fait, ce que je décris dans ce chapitre sont les conditions de notre travail de terrain et comment, en fait, il y avait peu de différence entre nous. Moi, j'apprenais à mener des expériences pour mesurer le contenu syogénique du manioc, alors qu'elle travaillait avec moi sur mon domaine de recherche. Mais Marianne est au Brésil actuellement, malheureusement. Elle aurait pu présenter cet article avec moi aujourd'hui. C'est un petit peu dommage. Nous avons donc écrit à deux ce papier et nous avons réfléchi ensemble sur la coopération dans nos travaux de recherche et cette complémentarité. Et elle explique en particulier très bien comment les Makushi ont réagi à nos méthodes scientifiques de culture, d'essai, et comment il a fallu faire face à leurs valeurs et à leurs croyances. Et elle ne pouvait pas cultiver le manioc comme si elle était à Montpellier chez elle. Et elle a été suffisamment sensible pour écouter ce que disaient ces populations. Et c'est ce que je raconte dans cette partie de l'article. Ensuite, j'en viens à la troisième partie qui porte sur notre expérience, où les frontières entre la science et la science du concret sont beaucoup plus floues. Il révèle une multitude de différentes approches au savoir en construction, aussi bien en termes de science qu'en termes de science du concret. Par ailleurs, cet exemple illustre à quel point la rencontre entre différentes formes de science et de la science du concret peut engendrer des différences, parce que Armando est un autre sachant que les autres sont disposés à partager avec lui ce qu'ils savent et sont même disposés à enseigner, ce qui ouvre des possibilités d'échange et de communication. Ce qui enrichit cette rencontre, c'est la façon dont Armando aborde l'altérité. Notamment lorsqu'il a rencontré Silviano, qui est très fier de pouvoir apporter une assistance mutuelle et qui il montre un calendrier des cérémonies de plantation de certaines plantes. Ce qui compte pour ces deux hommes, c'est que ils agissent différemment. Dans telle rencontre, il n'y a pas de place pour l'utilitarisme, le fonctionnel ou le pratique appliqué au culturel. Bien entendu, c'était une expérience très courte, mais suffisamment marquante pour nous donner une idée de comment les personnes issues de différentes cultures et qui ont des points de vue complètement différents sur les relations à long terme avec le végétal peuvent avoir des classifications différentes. Et cela m'a permis aussi de prendre conscience des dangers associés à ce type de rencontre. Les modes de classification des populations autochtones nous invitent à voir le monde différemment et pas de distinguer nature et culture a priori. Et sur la base de cette possibilité de considérer, de voir s'il est possible de reconfigurer les sciences naturelles et sociales et ce faisant, imaginer ce que serait cette reconfiguration, en commençant par l'objet des enquêtes anthropologiques, le lien entre l'unité humaine et la diversité culturelle et écologique. Merci beaucoup.